Évidemment, vous nous parlez également de la convergence sociale et fiscale, convergence que les partis dits de gouvernement PS et Républicains nous promettent en fait depuis la première élection européenne dans les années 70. Quels progrès ont été enregistrés en matière justement de convergence sociale et fiscale ? Il n'y a quasiment pas de progrès. Finalement, c'est même pire, j'ai envie de vous dire, par rapport à 1979, parce que depuis, vous avez eu l'arrivée des pays de l'Est dans l'Union européenne. Et donc, les divergences de coûts. Exactement, des divergences salaires. de coûts, de modèles social ont encore explosé. Et ça se retrouve notamment dans le coût horaire moyen du travail. C'est complètement délirant. Vous avez entre la France et la Bulgarie, par exemple, c'est 4,9 € de l'heure en Bulgarie, c'est 36 en France. Vous avez une différence abyssale entre les deux, je crois, de fois 7. Et donc, ça coûte 7 fois moins cher d'aller produire en Bulgarie. Il est évident que dans ce cadre-là, ça vous permet de comprendre toutes les délocalisations qui ont lieu dans les pays de l'Est, parce que finalement, on met en concurrence les salariés français avec des gens qui sont payés 6-7 fois moins. Ça n'est pas de la convergence. C'est pas une convergence, c'est une divergence. Et l'Union européenne, au contraire, est le règne de la concurrence sociale et fiscale. On le voit à tous les niveaux. Pourquoi au niveau fiscal aussi? Oui, alors fiscal, ça diverge. Vous avez vu par exemple la Hongrie qui a passé son taux d'impôt sur les sociétés à 9%. Donc on n'est pas du tout dans un processus de convergence. Bien au contraire, il y a une divergence de plus en plus grande. Et même si on le voulait, de toute façon, aucune solidarité ne serait possible en réalité. Mais de toute façon, et même si on voulait le faire, l'idée par exemple que défendaient certains d'un SMIC européen n'a absolument aucun sens et surtout serait nuisible pour la France, puisque quand vous avez un SMIC qui est à 260 € en Bulgarie et qui est à 2000 € au Luxembourg, vous le mettez à quel niveau le SMIC? Ben, je peux vous le dire, il sera à un niveau inférieur aux 1500 € bruts qu'on a en France par mois. Et donc, encore une fois, ça va être un alignement par le bas pour les Français. Donc, si on avait un SMIC européen, ça serait un alignement par le bas. Et ça, il faut que les Français en soient conscients. Ça fera encore plus de gilets jaunes sur les ronds-points, ça. Ça, c'est sûr, puisque une des grandes revendications des gilets jaunes, c'est justement la hausse du SMIC qui fait partie des 4 grandes revendications des gilets jaunes. Alors, vous avez parlé de convergence fiscale. Bon, il est clair, là aussi, que nous sommes dans le règne de la divergence, puisque l'optimisation se fait à tous les niveaux. Vous avez parlé de 9,5 pour la Hongrie, mais l'Irlande, c'est 12,5, je crois. L'Irlande, c'est 12,5, et il y a des éléments qui sont encore pires, parce que vous avez tout ce qui est du tax ruling que faisait par exemple le Luxembourg de Jean-Claude Juncker, qui est quand même le commissaire européen sortant, président de la Commission européenne. Et il était avant Premier ministre du Luxembourg, ce monsieur. Et il a organisé un système de tax ruling c'est-à-dire que directement, des grandes entreprises peuvent aller négocier un taux préférentiel qui peut être largement inférieur à 12,5 de l'Irlande pour justement baser les profits au Luxembourg et faire de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, ça veut dire quoi, grosso modo? Ça veut dire que vous laissez les profits dans les pays qui ont un faible impôt sur les sociétés, au contraire, vous laissez les coûts massivement dans les pays où l'impôt est fort, et donc ça siphonne la base fiscale des autres pays, et la politique du Luxembourg, la grande solidarité européenne, a finalement siphonné la base fiscale des autres pays européens, et c'est ce monsieur qui est devenu président de la Commission européenne, c'est dire la philosophie qui y règne. C'est une récompense, en réalité, pour lui. Exactement, mais comme vous avez vu Monsieur Barroso, qui pour être récompensé de ses bons et loyaux services, a après été embauché par Goldman Sachs. Voilà. Donc j'attends de voir le prochain boulot de Monsieur Juncker. Bon, lui sera peut-être gérant de bar, mais on verra ce qu'il en est. Il serait très bon. Il serait très bon. Il serait très bon parce qu'il a une expérience. Il a une expérience en matière. C'est un fin connaisseur. Mais monsieur, vous savez comment on appelle Goldman Sachs, hein, la pieuvre. Oui, mais on l'appelle aussi Government Sachs. Parce que 2 secrétaires d'État sur 3 aux États-Unis viennent de Goldman Sachs. Et en Europe, c'est la même chose, donc. En Europe, vous avez beaucoup de commissaires européens qui sont recyclés après. Vous avez même Mario Draghi, président de la BCE, venu aussi de Goldman Sachs. Vous avez eu en Italie, rappelez-vous, quand Berlusconi avait essayé de désobéir aux règles européennes, ils avaient mis une pression colossale sur l'Italie, ils avaient laissé monter les taux d'intérêt de l'Italie, et Berlusconi a dû quitter, et qui ils avaient mis à la place?
Mario Monti, qui lui aussi était un ancien de Goldman Sachs, complètement dans la technocratie européenne. Ils ont eu la peau de Berlusconi, quoi qu'on pense de Berlusconi. Oui. Ils ont eu sa peau, il n'y a aucun doute. Mais comme ils ont eu celle finalement de Tsipras, parce que même si lui n'a pas eu démissionné, on est dans une collaboration pure et dure avec l'Union européenne, alors qu'il avait été élu sur une base de rupture avec l'Union européenne. Et quoi qu'on en dise aussi, le gouvernement de Salvini et de la Lega, avant même le départ de Salvini, rappelez-vous, le budget qu'ils avaient présenté était un budget qui était en déficit, mais qui était sous les 3%. Donc, théoriquement, c'était un budget qui pouvait passer. Mais ça, c'est l'objet d'ailleurs du 3e chapitre. Comme le contenu du budget n'allait pas dans la doxa européenne et ne respectait pas ce qu'on appelle les grandes orientations des politiques économiques qui étaient demandées à l'Italie, l'Italie a dû revoir son budget. Donc même Salvini s'est aussi couché. Et ils ont présenté justement un budget qui était inférieur au niveau du déficit et surtout les mesures phares qui étaient celles de départ anticipé à la retraite ou d'un espèce de revenu universel qui est plutôt une sorte de RSA d'ailleurs qu'un vrai revenu universel qu'ils voulaient faire. Ils ont dû édulcorer complètement ces mesures-là pour entrer dans le cadre européen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi ils ont dû se coucher? C'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas envisagé justement réellement de se libérer de l'Union européenne et de l'euro.